Bonjour. Ce jour-là, Émile Zola, habituellement plutôt calme et posé, essuya longuement les verres de ses binocles avec son grand mouchoir à carreaux, puis commença à agiter fébrilement le pied droit, tout en secouant son oreille droite de son petit doigt boudiné. C'était chez lui le signe de l'énervement et de l'impatience. D'une voix rageuse, en fixant son ami Sésame, surpris de le voir dans un tel état d'excitation, l'auteur de Germinal s'écria: « Cette affaire est de Dreyfus me jette dans une colère dont mes mains tremblent. Je désire élargir le débat, en faire une énorme affaire d'humanités et de justice. » Le capitaine Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne, avait été condamné à l'unanimité à la dégradation militaire et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, à l'île du Diable, au large des côtes de Guyane, sans qu'aucune preuve n'ait pu être retenue contre lui. Son crime, son seul crime, était d'être né juif. Et Zola, qui ne supportait pas l'injustice, entendait bien dénoncer l'odieux complot ourdi contre l'officier. Quelques mois plus tard, le 13 janvier 1898, ce sera la célèbre lettre ouverte au président de la République, M. Félix Faure. « Je suis en train d'écrire la plus belle page de ma vie, » dira alors très justement Zola. Dans toute la France, dès le lendemain de la publication du « J'accuse », c'est Georges Clemenceau, directeur politique de l'Aurore, qui a trouvé ce titre génial, des manifestations de haine se déchaînent. Zola sera traîné dans la boue et devra même s'exiler un temps en Angleterre. Et la France se divisera en deux clans irréductibles: les Dreyfusards, partisans du capitaine Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, persuadés de sa culpabilité. Au sein même des familles, la division s'installe, et même au sein des familles bourgeoises, comme nous allons tout de suite le constater en allant nous balader du côté de chez Proust. Boulevard Malesherbes, à Paris, dans un bel immeuble typique des constructions haussmanniennes, le docteur Adrien Proust s'est installé en 1873 dans un vaste appartement disposant de tout le confort moderne, eau courante, éclairage et cuisine au gaz, avec sa femme Jeanne et ses deux fils, Marcel, né le 10 juillet 1871, et Robert, le cadet. Les Proust habiteront cet appartement cossu jusqu'en 1900, avant d'emménager dans un appartement encore plus luxueux au 45 rue de Courcelles. Le docteur Proust est un médecin réputé et unanimement apprécié. Chef de service à l'hôpital Lariboisière, il est considéré comme une sommité de la médecine française. Il a été élu récemment à l'Académie de médecine. C'est un fort bel homme, à la carrure impressionnante et au regard doux et bienveillant. Un portrait de Lecomte de Nouilly l'immortalise en toge, une plume à la main. Il est bien évidemment anti-Dreyfusard, suivant en cela la majorité de l'opinion bien pensante d'alors, et se conformant en outre à sa classe et à sa position de grand médecin et de grand bourgeois. Comment pouvait-il ne pas en être autrement? Comment pouvait-il ne pas être du côté du pouvoir et de la chose jugée? Jeanne, son épouse, illustre parfaitement le rôle à la fois secondaire et primordial, essentiel et invisible de la femme
maîtresse de maison sous la Troisième République. Elle tient son ménage avec ardeur et une volonté de perfection remarquable. Mais c'est au service de la vie obscure de la famille, de la carrière de son mari, de l'avenir de ses fils, qu'elle met ses dons, puisant dans son amour pour eux la justification de sa propre existence. Si elle n'a en somme d'autre ambition que le bonheur des siens, sans toutefois le moindre esprit de sacrifice, elle n'en est pas moins une femme supérieurement intelligente, qui s'intéresse et se passionne pour tous les sujets. Et elle se sent tout de suite concernée par cette douloureuse affaire Dreyfus. D'abord parce qu'elle est née Weil, dans une famille juive venue d'Alsace et d'Allemagne. Les Weil, comme les Dreyfus, appartiennent au même monde, celui de la bourgeoisie juive éclairée, et l'oncle de Jeanne, Alphonse Weil, avait choisi, comme Alfred Dreyfus, la carrière militaire. Brillant officier, il avait été décoré de la médaille du pape et de la croix de la Légion d'honneur. Lectrice attentive de la presse, Jeanne suivit de près les différents épisodes de l'affaire. Au tout début, comme la plupart des juifs français, elle accepte la condamnation de Dreyfus. J'ai longtemps cru à la culpabilité de mon coreligionnaire, reconnaîtra Bergson. Très vite, cependant, elle prit fait et cause pour Dreyfus, et elle eut la satisfaction de voir ses deux fils, Robert et Marcel, à ses côtés. Robert, qui étudie la médecine, est sans doute des deux le plus passionné, et, à l'inverse des étudiants en médecine engagés du côté des anti-Dreyfusards, il se joint aux partisans de Dreyfus dans les bagarres de rue qui mettent le quartier latin en ébullition. « Recommande le calme à Robert », conseille Marcel à sa mère. Au lendemain de la deuxième condamnation de Dreyfus lors du procès de Rennes en septembre 1899. Marcel, qui est l'aîné de 2 ans, est plus réfléchi et plus sage que son frère. Mais il est aussi plus fragile. Enfant, il était souvent malade et beaucoup plus sensible. Les deux frères se ressemblent pourtant physiquement. Et pour accentuer encore ce trait, on les avait habillés de la même façon durant leur enfance et leur adolescence, comme il était d'usage dans les familles bourgeoises. Il faudra à leur mère beaucoup de subtilité, de tendresse et d'équité pour rassurer Marcel sans toujours céder, le câliner sans léser le plus jeune, et en somme les aimer tous deux sans susciter la jalousie et faire qu'ils s'aiment. Elle y parviendra et les deux frères s'aimeront toujours et resteront très unis. Si Jeanne aime ses deux fils, rien ne permet de douter de l'amour qu'elle porte également à son mari, même si, comme pour tant de femmes de son époque, cet amour, au fil des années, sera souvent mis à l'épreuve. Si scènes et reproches il y eut, sans doute, de part et d'autre, elle n'en gardera pas moins toujours sa dignité, et se comportera en toutes occasions en modèle d'épouse, docile en apparence, volontaire en réalité. En fait, Adrien et Jeanne n'ont guère de points communs. Et l'affaire Dreyfus est l'un des premiers grands sujets de divergence entre eux. Pourtant, Adrien rejoindra le camp des révisionnistes après les révélations des faux du colonel Henry. Par ailleurs, il faut bien en convenir, leurs goûts sont fort différents. Elle joue du piano, adore Chopin, lit la marquise de Sévigné, Stendhal, Musset et George Sand. Imperméable à la littérature et à l'art,
Le docteur Proust ne partage aucun des centres d'intérêt de sa femme. Comme George Sand, Jeanne n'a pas trouvé un mari dans ses idées. Sa conversation est plate et dogmatique. Il est égoïste et présomptueux et ne songe qu'à sa carrière. Souvent en déplacement, il ne répugne pas à certaines distractions peu avouables. Le docteur Proust fréquente aussi les coulisses de l'opéra comique, dont il est médecin, tâche que l'on imagine plaisante pour un homme en pleine force de l'âge. Il a pour belle amie une demi-mondaine, Laure Heyman. Marcel rendra hommage au charme de cette très jolie femme, aimée des souverains, peinte par des artistes et célébrée par Paul Bourget, et dont il se servira pour son héroïne d'un amour de chez Swann, Odette de Crécy. Quand Proust la rencontre pour la première fois, à l'automne 1888, elle avait 37 ans, écrit le peintre Jacques-Émie de Blanche. Il n'en avait que 17. Elle était potelée, mais avait une taille de guêpe et portait des décolletés très profonds, garnis de perles brinque-ballantes, 3 rangs de chaque côté, ne dissimulant qu'assez peu sa gorge. Ses cheveux étaient d'un blond cendré, noués avec un ruban rose, ses yeux noirs, et quand elle était surexcitée, ils avaient tendance à s'ouvrir démesurément. L'aspect le plus singulier dans les relations du père et du fils avec la ravissante Laure est leur caractère familial. Jeanne se savait-elle ce point commun avec sa chère Sévigné, dont le mari et le fils avaient partagé les charmes de Dinon de l'Enclos? Probablement, mais qu'il s'agisse des frasques de son époux, ou plus tard de celles de son fils, elle ne se plaignit de rien, si ce n'est peut-être à son amie, Madame Félix Faure, la femme du président de la République, qui la trompa avec Constance jusqu'à sa mort dans les bras de sa maîtresse. Madame Proust n'en sera pas pour autant une épouse aigrie ou mélancolique. Et Adrien respectera toujours sa femme, qui sera en toutes circonstances un soutien pour sa carrière, une mère pour ses fils, une compagne pour ses vieux jours. Jamais il ne regrettera de l'avoir épousée, car ce couple dissemblable paraît bien à la réflexion, derrière sa façade conformiste, uni jusqu'à la mort, comme le montre la fin de Jean Santeuil, le premier roman de Marcel. Il est vrai que quand son mari mourra, elle ne se tuera pas sans doute, écrit le jeune romancier, mais elle mourra de chagrin. Mais non, elle ne se laissera pas mourir si elle a encore un fils, corrige-t-il avec une tranquille évidence. Unis aussi, Jeanne et Adrien le seront pour tenter, bien maladroitement d'ailleurs, de soulager leur fils dans son combat contre une maladie encore incurable à l'époque et qui provoque 2000 décès chaque année en France, l'asthme. Pour le docteur Proust, qui préfacera l'ouvrage du professeur Brissot, L'hygiène des asthmatiques, l'asthme est une maladie des nerfs. L'asthme vrai est une pure névrose, affirmait Brissot de façon péremptoire, et l'ensemble du corps médical sera lié à ses conclusions. Papa disait à tout le monde que je n'avais rien et que mon asthme était purement imaginaire, écrira Marcel à sa mère en 1899. Quant au traitement de la maladie, ils étaient semblables à ceux appliqués aux névrosés. Vie calme, air pur, sangsue, huile de ricin,
lavement au mercure et douche froide. L'hydrothérapie était alors le grand recours de la pathologie mentale, et donc de l'asthme, comme le montraient les méthodes du célèbre docteur Blanche, dont la clinique réputée se trouvait à Auteuil. Adrien Proust était un ami personnel du docteur Émile Blanche, qui accueillait dans son établissement dépressifs, schizophrènes et malades mentaux. Tout le Gotha de la jet-set de l'époque se retrouvait dans l'illustre clinique, parents ou amis de malades, ou malades eux-mêmes, comme Charles Gounod ou Théo van Gogh. Quant à Jules Verne, ou encore Ernest Renan, en père inquiet pour la santé mentale de leur fils, ils consultaient régulièrement Blanche, dont les prescriptions ou les conseils étaient suivis à la lettre. Un jour, en 1892, Blanche présenta à Adrien Proust un malade en état de prostration, les yeux dans le vide, le visage livide. « Et il se croit, lui dit-il, harcelé par une puissance mystérieuse et hostile qui l'obsède et l'épouvante au point qu'il voulut y échapper en tentant de se suicider. Cet homme est un grand écrivain. C'est le subtil auteur de Bel-Ami et du prémonitoire La Horla, Guy de Maupassant lui-même. » Mais revenons-en au petit Marcel. Pour imaginaire qu'elle puisse être, l'asthme continua à empoisonner sa vie. Un dimanche, racontera Robert, Marcel fut pris d'une effroyable crise de suffocation qui faillit l'emporter devant son père terrifié. À l'asthme, à la nervosité, au manque d'appétit, à l'hypersensibilité, à l'insomnie, tous ces maux dont souffrira Marcel durant son enfance et son adolescence, il faut ajouter un trait propre à inquiéter plus que tous les autres réunis. Et à inquiéter, bien sûr, tout particulièrement ses parents, M. et Mme Proust. L'onanisme. Il faut savoir que l'enfant souffrant d'onanisme, c'est l'expression alors utilisée, est l'une des grandes figures de l'obsession médicale et hygiéniste de la bourgeoisie du XIXe siècle. Le médecin, en la matière, prend le relais du prêtre pour extorquer les aveux des enfants et les menacer des pires châtiments. L'ouvrage du docteur Tissot, Onania, sera régulièrement réédité de 1760 à 1905. Les médecins sont unanimes. Cette pratique est un vice et un danger pour celui qui s'y livre et pour l'espèce. La consomption, la surdité, la sénilité précoce sont les étapes effroyables d'un dépérissement que rien ne peut freiner. Il faut donc éradiquer par tous les moyens possibles ce fléau dont l'enfant, au moment de la puberté, est la première victime. C'est pourquoi des dispositifs de surveillance sont mis en place dans les dortoirs des pensionnats. Des latrines, dont les portes permettent de contrôler les occupants, sont inventées. Et que des bandages sur mesure sont même proposés jusqu'en 1914. En dernier recours, il reste la chirurgie. Le docteur Proust, en tant que médecin, est sans doute l'un des plus grands hygiénistes de son temps. Il avait écrit notamment un traité d'hygiène de près de 1000 pages qui faisait référence, ne pouvait pas admettre que son propre fils soit la victime d'un tel mal, et il exercera sur Marcel une surveillance attentive. Et peu à peu, il trouvera en lui le meilleur sujet d'observation. À plusieurs reprises, dans Jean Santeuil, comme dans À la recherche du temps perdu, Marcel fera état de sa propension à se procurer ce premier plaisir. Associé aux lilas et aux iris,
fleur phallique par excellence, le plaisir solitaire est pour lui source de jouissance et d'effroi. Et rien n'y fait. Le docteur Proust, malgré sa science et ses efforts, ne parvient pas à convaincre son fils à renoncer à celui-ci. Ce n'est pas faute d'insister. Il va même jusqu'à le supplier de cesser au moins 4 jours. Sans succès. Marcel ne renoncera jamais à ses mauvaises habitudes. Il n'en grandira pas moins, ne sera ni sourd, ni retardé mental. Mais Jeanne a bientôt du mal à reconnaître son fils, son petit loup. L'enfant, doux et affectueux, devient à 15 ans un adolescent rétif, cachotier, qui se tient à l'écart des camarades de son âge, sans doute à cause de son asthme. Mais il possède un sens aigu de l'observation. Il passe parfois du fou rire aux larmes et des confidences au silence buté. Et il lui arrive encore de venir se faire câliner par sa mère comme un bébé. Mais, à d'autres moments, elle a l'impression qu'il lui échappe. Et voici qu'il se prit soudain de passion pour l'une de ses camarades de jeu, Marie Bernardaki. Jeanne a cru devoir y mettre bon ordre, provoquant alors chez Marcel des crises de larmes quand il ne pouvait pas la rejoindre aux Champs-Élysées. Au lycée Condorcet, Marcel oublie Marie et découvre Verlaine, Mallarmé, le comte de Lille et Baudelaire. Et il écrit des vers comme bien des garçons de son âge. Fasciné par les fleurs du mal de Baudelaire, il en parlera longuement dans le Contre Sainte-Beuve. Une de ses premières œuvres, Les plaisirs et les jours, est imprégnée de souvenirs du spleen de Paris. Beaucoup plus tard, développant les notes prises en vue du Contre Sainte-Beuve, il mettra l'accent sur la puissance évocatrice des images de Baudelaire, qu'il considérera comme l'un de nos plus grands poètes. Dans le domaine du roman, Marcel est ébloui par la comédie humaine, et il adhère pleinement à la théorie des passions élaborée lentement par Balzac tout au long de son immense œuvre. La passion est une force. Elle est, dira le grand romancier, toute l'humanité. Mais ses ravages peuvent être terribles. Elle détruit quelquefois l'être qu'elle envahit. Je pense au père Goriot ou à madame de Mortsauf, pour ne citer que ces 2 exemples dans les romans de Balzac. Marcel Proust ne sera pas loin d'en être plusieurs fois la victime dans sa jeunesse, comme nous allons le voir. Au lycée Condorcet, il se fait aussi des amis, de nombreux amis, parmi lesquels Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet, et le cousin de Jacques, Daniel Halévy, dont le père est un écrivain célèbre et un académicien plein d'esprit, auteur avec Meillac de nombreux livrets d'opéra et d'opérettes, dont La Belle Hélène d'Offenbach et Carmen. Tous ses amis appartiennent à son monde, celui de la grande bourgeoisie. Mais voici qu'un grand malheur arrive. Marcel semble s'être entiché de ce petit Jacques Bizet. Alors Jeanne, persuadée que Jacques exerce une mauvaise influence sur son fils, décide d'intervenir. Elle interdit à Marcel de le fréquenter. Mais Marcel se rebelle. Les crises se succèdent chez les Proust, et voici que ses parents finissent par menacer Marcel de le mettre en pension. J'ai beaucoup d'ennuis. Ma famille est très mal pour moi. Je crois que je vais être envoyé comme interne en province, se plaint Marcel à Jacques, concluant
par une véritable déclaration. « Je t'embrasse et je t'aime !» Marcel n'ira pas en pension, mais sa mère, avec son instinct de mère, sent quelque chose. La sensibilité de Marcel, sa tendance à s'attacher, son besoin d'amour, elle les connaît. D'abord Marie, puis Jacques. Marcel est jeune. Il ne parvient pas à faire la différence entre une amitié passionnée et des sentiments interdits. C'est donc à elle de le protéger. C'est son devoir le plus impérieux. Et elle ne cessera pas, désormais, d'être en alerte perpétuelle. Elle redoutera pour lui la souffrance, les mauvaises relations, et ragot, le ridicule d'une pose sur une photo, le qu'en dira-t-on, le fameux qu'en dira-t-on dévastateur dans le milieu bourgeois de cette fin de siècle. Longtemps, elle espérera le voir se marier. À chaque nouvel ami, car Marcel aimera des femmes, elle l'espérera. Puis elle finira par se résigner et par accepter. Accepter tout parce qu'il est son fils et qu'elle l'aime par-dessus tout. Selon Maurice Duplay, Madame Proust connaissait les mœurs de son fils et sa mauvaise réputation. « Fais comme si je ne savais pas » deviendra bientôt leur mot de passe secret. Pour en revenir à Jacques Bizet, l'affectivité excessive de Marcel pour lui sera donc vécue par ses parents comme un danger, à la fois pour la santé de leur fils et pour le devenir social de la famille. Et puis un jour, ils s'apercevront que la menace ne vient pas de Jacques, qui est bien loin de partager les goûts de Marcel, même s'il ne se scandalise pas de cet amour qui l'amuse. Non, la menace ne vient pas de Jacques, qui prendra d'ailleurs de plus en plus ses distances avec son ami, mais de Marcel. Alors, ils changeront d'attitude. Ou plutôt, le docteur Proust changera d'attitude. Il avait suivi de près les travaux de Charcot, l'éminent professeur Charcot, ami d'Alphonse Daudet. Charcot, ce travailleur acharné, observateur de génie, fut l'un des tout premiers à aborder les rapports du moral et du physique et à étudier les maladies nerveuses. Charcot considérait, disait-on, les dérèglements de la machine humaine comme un astronome le mouvement des astres. Et quand un patient, neurasthénique ou névrotique, venait le consulter, il prenait les devants en citant entre ses dents un proverbe anglais. « Les hommes sont entre les mains de Dieu comme les mouches aux mains des enfants. Ils jouent avec jusqu'à ce qu'il les écrase. » La consolation, on le voit, était maigre. Le docteur Proust, qui se disait son disciple, s'intéressait, comme on l'a vu à travers ses relations avec le docteur Blanche, à ce que l'on appelle aujourd'hui la neuropsychiatrie. Et le voici, tout à coup, particulièrement concerné, car il prit conscience de l'homosexualité de son fils, qu'il assimila à un trouble, une perversion, un mal qui le laissait, lui, le réputé docteur Proust, aussi impuissant et désarmé que pour son asthme. Il faut préciser que durant les années 1870-1890, le regard sur l'homosexualité change. Du sodomite criminel devant Dieu, on est passé insensiblement au malade relevant de la compétence des médecins. Après l'épisode Bizet, Adrien Proust a une longue conversation avec Jeanne et lui assure que Marcel, leur fils, est malade. Et il parvient à la convaincre. L'amour de Jeanne pour Marcel en sortira encore renforcé. Le reflet de cette conception apparaît très tôt chez Marcel lui-même. La cause de cet amour est dans une altération nerveuse qu'il est trop exclusivement pour comporter un contenu moral.
écrit-il dans Avant la nuit, une nouvelle publiée en 1893. Malade donc, mais pas coupable. Son désarroi n'en est pas moins immense, si l'on en croit ces lignes de Jean Santeuil attribuées, selon ce qui sera sa technique habituelle de l'inversion, à un personnage féminin. Tu ne sauras jamais ce que j'ai souffert. J'ai des amis qui m'ont battu, d'autres qui ne m'ont pas dit bonjour. Rien n'y fait. Mon confesseur n'a rien trouvé à me dire et mon médecin m'a dit que j'étais folle. Marcel Proust va peu à peu apprendre la prudence, la dissimulation, voire le mensonge. Curieusement, il va commencer à rendre visite alors à Eymann, l'égérie de son père, comme pour lui prouver qu'il n'est pas si malade que son père veut bien le dire. Il lui écrit même un poème dont le dernier quatrain est significatif de l'ensemble. Mon esprit glorieux ne verra point l'aurore, mais un Dieu t'envoya. Tueuse, je t'adore, je t'ai tressé ce diadème, qu'il te l'or, l'or. Vous pouvez tout raconter, déclarera des années plus tard Marcel Proust, devenu un grand écrivain, à André Gide, mais à condition de ne pas dire « je ». Puis viendra le temps du service militaire. Marcel a 18 ans. Engagé le 11 novembre 1889, il est incorporé à Orléans au 76e régiment d'infanterie comme soldat de deuxième classe. De cette période, nous disposons de 17 lettres de Jeanne à son fils, qui constituent un document essentiel pour mieux comprendre la relation entre cette mère et ce fils, à un moment crucial où il aspire à s'évader du cocon familial. Jeanne est fort inquiète pour son petit garçon, craint pour sa santé et redoute les moqueries de ses camarades plus rudes, plus rustres que lui. Il réussira plutôt bien ce passage initiatique à l'âge d'homme et en gardera un excellent souvenir. Mais il semblerait que c'est sa mère qui souffrira de plus en plus de leur séparation, leur première séparation. De retour boulevard Malherbe, Marcel, au grand désappointement de son père, n'a pas changé. Il semble toujours aussi peu attiré par les femmes. Il reste un dandy, un dilettante, amateur de luxe et de mondanité. Et de surcroît, il a pris goût à la liberté, même s'il ne semble pas qu'il se décider à quitter le foyer familial. Et surtout, ce qui désespère peut-être le plus son père, c'est qu'il entend toujours écrire. À 21 ans, il obtiendra sa licence de lettres et de philosophie, ainsi qu'une licence de droit. Mais il continuera à perdre son temps à papoter dans les salons ou à rédiger des nouvelles sans avenir. En fait, Marcel n'est pas fait pour exercer un métier comme tout le monde, un métier qui l'obligerait à se lever le matin, à avoir un rythme de vie régulier, à limiter les sorties et les fêtes. Il finit par livrer ses sentiments à son père de façon péremptoire. Il est bien décidé à n'être ni avocat, ni médecin, ni prêtre, ni... C'est qu'en fait, il faut bien le dire, il ne semble doué ni attiré pour aucune profession précise. Ce jour-là, la discussion est orageuse et elle sera interrompue par une crise d'asthme de Marcel. Le docteur Proust semble renoncer. Après tout, son fils est d'abord malade et pour l'instant, la priorité est de continuer à le soigner. La mode étant aux stations balnéaires dans le milieu bourgeois parisien, Marcel, accompagné par sa mère, fréquente Trouville, reine des plages,
face à Dieppe. On y respire l'air vif et salé de l'océan, qui ne peut être que bénéfique aux malades. Si Jeanne n'hésite pas à se baigner, Marcel reste prudemment sur la berge, à l'écart des embruns. C'est sans doute à Trouville qu'il fera la connaissance du musicien Reynaldo Hahn, avec lequel il vivra une véritable histoire d'amour. Et il écrit, continue à écrire, avec acharnement, sans grand discernement, des banalités, des poèmes, des articles pour des revues, des nouvelles, tout en travaillant, si l'on peut dire, à la bibliothèque Mazarine depuis juin 1895, où il occupe le poste d'assistant non rémunéré. C'est durant cette période qu'apparaît un jeune homme qui allait beaucoup compter pour lui, Lucien Daudet, le plus jeune fils d'Alphonse. Un beau garçon, frisé, pommadé, peint et poudré, qui parle avec une petite voix de poche de gilet, comme le note Jules Renard dans son journal de mars 1895. Lucien est très bien reçu par Jeanne. Il lui dédiera plus tard son livre Autour de 60 lettres, Gallimard 1928, à la mémoire de Madame Proust, mère admirable de Marcel Proust. Dans celui-ci, il raconte sa première visite chez son ami. Ce jour-là, il me présenta sa mère, à qui il ressemblait. Le même visage, long et plein, le même rire silencieux quand elle jugeait une chose amusante, la même attention prêtée à toute parole qu'on lui disait. Cette attention qu'on aurait pu prendre chez Marcel pour de la distraction à cause de l'air ailleurs, et qui était au contraire une concentration. Lucien sera même présenté quelques jours plus tard, de façon très officielle, au docteur Proust, qui portait une très grande estime pour Alphonse et Julia Daudet, et l'accueillit avec bienveillance. Mais les choses vont très vite se gâter en raison d'une photographie. Marcel pose en effet avec Robert de Flers et Lucien Daudet pour le photographe Otto. Après cet effet infructueux, dû au fou rire nerveux de Marcel, le cliché final immortalisera un Flers contemplant noblement l'horizon et un Lucien à l'air énamouré, caressant du regard Marcel assis sur une chaise. La photo, pourtant bien anodine, fait aussitôt scandale chez les Proust. Jeanne et Adrien exigent d'une même voix sa destruction, d'où une violente dispute avec Marcel qui, hors de lui, finira par saisir un verre de Venise offert par sa mère et à le jeter à terre. Marcel éclatera alors en sanglots dans les bras de sa mère. Le lendemain, l'affaire était close. Jeanne écrivait à son fils « Mon cher petit, ne pensons plus et ne parlons plus de cela. Le verre cassé ne sera plus ce qu'il est au temple, le symbole de l'indissoluble union. Ton père te souhaite une bonne nuit et je t'embrasse tendrement. Jeanne Proust. Je suis pourtant obligé de revenir sur le sujet en te recommandant de marcher que chaussé dans la salle à manger à cause du verre. Les mêmes mots, ou presque, seront repris dans Jean Santeuil. L'indissoluble union entre le couple Proust et leur fils est réaffirmée, une union indissoluble et sacrée. Marcel s'engagera à ne garder que 3 exemplaires de la photo compromettante et à remettre les autres à sa mère.
D'autres disputes sans doute éclatèrent pour d'autres sujets, mais selon Marcel, ce fut la seule grande colère de sa vie. En fait, Adrien et Jeanne reprochaient surtout à Marcel de dépenser sans compter, ce qu'il admettait. Et il savait bien qu'il dépensait l'argent que lui donnaient ses parents, puisque lui-même ne gagnait rien par lui-même. Il supportait mal cette dépendance, comme on peut s'en douter, mais il refusait à se soumettre aux règles de la vie commune comme un enfant capricieux. Ce refus, son aspiration à la liberté, et surtout peut-être sa maladie, toujours présente, étaient à l'origine des tensions sans cesse plus vives, qui gangrenaient l'ambiance familiale. Jeanne, tantôt indulgente avec ce fils malade et si proche, tantôt sévère, afin qu'il accepte de se plier par exemple aux heures des repas, commençait par se rendre compte qu'elle n'avait plus affaire à un enfant ou un adolescent, mais à un homme de 25 ans qui défendait ses choix. Mais dès lors qu'il n'avait pas quitté le foyer familial, ne devait-il pas être plus souple et accepter certaines contraintes? On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais Marcel n'est pas une personnalité facile, ni banale. Ce qui est certain, c'est qu'il sera écrivain. C'est en tout cas ce qu'il martèle quotidiennement depuis son retour de l'armée. Jeanne, qui fut la première lectrice de son fils, pense qu'il devrait devenir un véritable écrivain, et même un très grand écrivain. Mais pour cela, il faut, pense-t-elle, qu'il se discipline et soit plus méthodique dans la réalisation de ses romans ou de ses nouvelles. Il avait déjà publié en 1896 Les plaisirs et les jours, qui révélèrent ses qualités, mais ne lui permirent pas de faire reconnaître son talent. Et puis, il travaille sur son roman, Jean Santeuil, mais sans parvenir à lui donner une forme ni à l'achever. Alors Jeanne finit par décider à prendre les choses en main. Dans son premier livre, Les plaisirs et les jours, qui sera préfacé par Anatole France et illustré par Madeleine Lemaire, on peut déjà saisir le principe général de la relation entre Jeanne et son fils, avec ses tentatives de séparation et ses périodes de régression. En voici un extrait significatif. Quand j'étais tout enfant, le sort d'aucun personnage de l'histoire sainte ne me semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l'arche pendant 40 jours. Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de longs jours, je dus rester dans l'arche. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche, malgré qu'elle fût close et qu'elle se fît nuit sur la terre. Quand commença ma convalescence, ma mère, qui ne m'avait pas quitté, et la nuit même restait auprès de moi, ouvrit la porte de l'arche et sortit. Puis je fus tout à fait guéri, et comme la colombe, elle ne revint plus. Il fallut recommencer à vivre, à se détourner de soi, à entendre des paroles plus dures que celles de ma mère. Bien plus, les siennes, si perpétuellement douces jusque-là, n'étaient plus les mêmes. Jeanne décide donc d'intervenir pour aiguiller dans la bonne direction le talent littéraire évident de son fils. Elle va d'abord l'encourager à travailler plus régulièrement. Comme Madame Santeuil, elle a peut-être rêvé d'un autre destin pour son fils. Mais
Elle se rendait compte, maintenant qu'il ne faisait plus que faire des visites, aller dans le monde, que se recueillir, imaginer, écrire, c'était encore plus que ce qu'il faisait en ce moment. Et si c'était tout ce qu'elle pouvait obtenir de lui maintenant? Du moins, devait-elle essayer de l'obtenir? Tout en poursuivant la rédaction de son roman, Jean sans œil, il s'intéressait depuis quelques années à l'œuvre du philosophe anglais John Ruskin, 1819-1900, le père spirituel des préraphaélites, qu'il avait découvert à travers des articles de revue. Cet intérêt se transformera en véritable passion, et il se mit en tête de le faire connaître en France en traduisant son œuvre considérable, puisqu'elle compte 160 titres. Le gros problème, c'est qu'il ne connaissait pas l'anglais. Qu'à cela ne tienne, sa mère était polyglotte, et elle se chargerait de le faire pour lui. Et c'est bien ce qui se passa. Il s'ensuivit un long travail en commun, Jeanne traduisant et Marcel donnant à cette traduction une forme plus littéraire. Les heures passées ensemble sur les textes de Ruskin vont certainement compter parmi les plus heureuses de leur vie. Marcel expérimentera pour la première fois une véritable discipline du travail. Du roman à la traduction de Ruskin, l'association esthétique de la mère et du fils se renforce. Elle veille sur l'écriture comme sur le sommeil du petit garçon, écrira Jean-Yves Tadier, l'un des biographes de Marcel Proust. Par ailleurs, Marcel Proust trouvera, chez John Ruskin, la matière d'une réflexion féconde sur l'art et la religion qui servira de fondement à sa propre recherche esthétique et spirituelle. Son travail sur Ruskin constituera une étape essentielle dans la maturation de sa pensée et dans l'élaboration de son œuvre future. En décembre 1901, il remettra enfin le manuscrit de sa traduction de 2 ouvrages de Ruskin à son éditeur Ollendorff. Il s'agissait de La Bible d'Amiens et de Sésame et les lys. Il a alors tout juste 30 ans. On peut s'étonner que le nom de sa mère n'y ait même pas cité, mais il est vraisemblable qu'elle ne l'avait pas voulu. Le nom de son fils ira donc à la postérité sans elle. Mais le chemin est encore loin pour le petit Marcel, et Jeanne n'aura même pas le plaisir d'assister au premier succès réel de son fils. Voilà donc ce qui se passait du côté de chez Proust, rue Malherbe, à l'aube de ce nouveau siècle. Car nous voici arrivés, bon an, mal an, en 1900, une année emblématique, tout particulièrement pour la capitale. Étonnante et contradictoire famille Proust, étroitement unie, mais dont les membres, soudés les uns aux autres comme les maillons d'une chaîne indestructible, ne cherchent et ne rêvent qu'à se détacher, à s'évader sans y parvenir, peut-être parce qu'ils sont absolument indissociables. Adrien, qui ne songe qu'à sa carrière, voyage parfois pendant des mois, néglige son épouse, a même une maîtresse, mais n'en demeure pas moins profondément attaché à son foyer. Jeanne, qui a l'esprit frondeur, n'a pas accepté à renoncer à sa religion pour épouser Adrien, a des opinions arrêtées sur tout, souvent très différentes de celles de son mari, notamment dans le domaine politique et artistique, mais qui n'en sera pas moins, jusqu'à la fin, une épouse dévouée. Jeanne, qui adore ses fils et idolâtre Marcel, le plus fragile, jusqu'à devenir possessive et envahissante au plus haut point. Marcel,
qui aime ses parents, et tout particulièrement sa mère, tout en souffrant du carcan qu'elle fait peser sur ses épaules. Marcel, qui rêve d'indépendance et de liberté, mais qui ne parvient pas à pouvoir véritablement sauter le pas. Seul Robert mène son petit bonhomme de chemin, sans aucun problème, n'a pas de problème de santé, réussit ses études médicales brillamment, se mariera probablement à 18 ans, en février 1903, et semblera avoir toujours fait ce qu'il souhaitait sans soulever de vagues et sans déplaire à personne. Pour en revenir à cette année 1900, un grand événement parisien de celle-ci, c'est l'exposition universelle de Paris. En cette période charnière, elle doit célébrer le modernisme et les espoirs d'un nouveau siècle. 1900, c'est aussi la théorie des quantas de Max Planck, la découverte des groupes sanguins, l'interprétation des rêves de Freud, les débuts du cubisme. Ah, comme le monde a changé en quelques années. Les innovations techniques ne se comptent plus. La belle époque inaugure l'ère du futur. La bicyclette, l'automobile, les tramways et les autobus, l'ouverture de la première ligne de métro, l'aéroplane, bouleversant les déplacements et modifiant le paysage urbain. Les usines modernes remplacent peu à peu les ateliers. L'éclairage électrique commence à se répandre. L'empire colonial s'étend sur toute la surface de la Terre et entraîne de nouvelles forces, de nouvelles formes d'investissement. C'est le début du capitalisme triomphant. En fait, c'est un peu tout cela que fête l'exposition. Émile Zola, qui a bien changé depuis l'année de son retentissant J'accuse, ne participe guère à l'enthousiasme collectif et se montre peu disposé à chanter glorieusement ce début de siècle, comme il écrit à son ami Laborie, même s'il espère encore en un avenir meilleur pour l'homme. Encore très éprouvé par les épreuves subies depuis 10 ans, il semble rechercher une forme d'isolement et éprouve une grande tristesse. Peut-être pressent-il le drame qui allait lui coûter la vie 2 ans plus tard, alors qu'il dormait auprès d'Alexandrine dans leur appartement de la rue de Bruxelles. Zola mourra intoxiqué par des vapeurs d'oxyde de carbone. L'enquête conclura à un accident dû à une cheminée qui tirait mal. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait certainement d'un assassinat. En cette année 1900, Zola ressent un étrange malaise, comme s'il avait le sentiment de ne plus faire partie déjà du monde des vivants. Il l'avoue lui-même au mois d'avril. Nous sommes ici dans une grande solitude, et je ne suis pas gai. Il refuse donc de célébrer l'exposition dans un article, mais il s'y rend néanmoins à plusieurs reprises, en compagnie de Jeanne Rosereau, sa maîtresse longtemps secrète, et de leurs 2 enfants, et en celle d'Alexandrine, son épouse fidèle et dévouée. Il observe avec curiosité la tour Eiffel, qu'on assure en aller dire Paris, et qui mobilise les artistes et les intellectuels contre elle. Pyramide insensée, selon François Copé, quincaillerie superbe, lampadaire tragique pour Léon Bloy, ou encore squelette disgracieux et géant, d'après Guy de Maupassant, la fameuse tour mobilisant les artistes et les intellectuels contre elle. Zola, féru de photographie, prend aussi de très nombreux clichés, des pavillons, des ponts, des constructions d'acier,
du palais de l'électricité et, bien sûr, de la tour Eiffel. L'une de ces photos nous montre Alexandrine sur le trottoir roulant qui mène les visiteurs à plus de 8 km/h à l'heure. Inimaginable. Un sourire aux lèvres, elle avance, élégamment chapeautée et gantée, en vraie Parisienne qui se promet bien du plaisir sur le chemin de l'Expo. Un jour, au pied de la tour Eiffel, Zola voit s'avancer vers lui, à grandes enjambées, un homme grand et encore impressionnant, à la barbe poivre et sel, qui marche toutefois en courbant un peu les épaules, le souffle court. Zola a reconnu aussitôt le docteur Proust qu'il a rencontré à différentes reprises. Le célèbre médecin, qui a un peu ralenti ses activités et pris sa retraite de l'Hôtel-Dieu, s'incline respectueusement devant lui en lui disant « Monsieur Zola, je vous demande pardon d'avoir hurlé avec les loups. » Il a beaucoup perdu de sa superbe, l'éminent docteur Proust. Il est devenu aussi plus humain, si l'on en croit Jean Santeuil, et passe désormais son temps avec sa femme, se montrant délicat avec elle, attentif et même affectueux. Il regrette de l'avoir trop souvent négligée. Par ailleurs, il a le sentiment d'être responsable de l'état lamentable de Marcel. Il n'a pas su, lui, le grand médecin et hygiéniste qui préfaça à l'ouvrage du docteur Brissot l'hygiène des asthmatiques, il n'a pas su le soigner, et encore moins le guérir de son asthme, et puis encore de ses goûts particuliers. Ce sera sans doute le seul véritable regret de sa vie. Il est en revanche très fier de Robert, qui est devenu un grand médecin comme lui, et sera le premier chirurgien en France à pratiquer l'ablation de la prostate. Le 3 février 1903, il épousera Marthe, la fille de Madame Suzanne Dubois-Amiot, avec laquelle le docteur Proust entretenait, dit-on, des rapports très étroits. Cette alliance a été contractée par le docteur, car la jeune fille est fortunée et elle est la fille d'un banquier, ce qui ne pourra que servir à la carrière de son fils. Jeanne ne dira mot, mais ressentira le mariage de Robert avec l'une des maîtresses de son mari comme une blessure, même si elle n'en laissera rien paraître. Quant à Marcel, sortant tout juste d'une nouvelle crise d'asthme, il vivra la cérémonie comme une épreuve, d'autant plus que la jeune fille pimpante dont il doit être le chevalier servant prend peur en le voyant. Il faut dire qu'enveloppé dans 3 grands par-dessus, le cou enfoncé dans les écharpes de laine, il fait penser à un mort-vivant, avec son long visage livide et ses yeux vitreux. Seul Adrien Proust est visiblement heureux et triomphant. Ce fut sans doute sa dernière satisfaction. Il mourra le 26 novembre de la même année d'une attaque à la faculté de médecine. Jeanne ne se remettra jamais vraiment de la mort de son mari. Elle lui avait donné toutes les minutes de sa vie, écrira Marcel, lui-même très ébranlé dans une lettre à Maurice Barrès. À qui Jeanne allait-elle désormais se consacrer? Eh bien, évidemment, à Marcel. Ils se retrouvent tous les deux seuls, et au fil des jours, leur vie, ensemble, va s'organiser. Je mène une vie très douce de repos, de lecture et de très studieuse intimité avec maman, écrit Marcel à son ami d'enfance Robert Dreyfus.
elle est de plus en plus aux petits soins avec lui, car son état de santé est toujours précaire. Il se sent rassuré par sa présence constante. Il continue à travailler, malgré les crises d'asthme, et son aide lui est précieuse. Mais cette mère admirable qu'il adore est souvent la pire des casse-pieds. Allant jusqu'à lui faire passer des petits mots pour lui rappeler par exemple, alors qu'il a fêté ses 33 ans, qu'il doit se faire couper les cheveux. Tes cheveux obscurcissent ma vue pendant que je t'écris, s'exclame-t-elle en riant, et d'ajouter, j'espère qu'à l'heure où j'écris, c'est fait. Si Marcel est très malade, sa mère, qui va sur ses 56 ans, est, elle, très malade aussi. Elle souffre d'une infection rénale, alors qu'ils se trouvent à Évian. De retour à Paris, elle s'efforce de cacher à Marcel la dégradation de son état. Malgré sa faiblesse, elle tient à se lever, à se laver, à s'habiller. Désespéré, Marcel, qui n'est pas longtemps dupe, sent bien que la fin est proche, comme le lui confesse le docteur Landowski. Pourtant, jusqu'au dernier instant, malgré la paralysie naissante et l'aphasie qui la gagne, Jeanne garde le sourire pour réconforter son fils. Il sait que la plus grande souffrance de sa mère est de le laisser seul au monde, et incapable de vivre sans elle, si désarmé. La religieuse qui la veille dira à Marcel qu'il avait toujours 4 ans pour sa mère. Jeanne, peu à peu, s'en ira, éteindra, en citant Labiche et Molière, dernière élégance, que ce petit-là n'ait pas peur, sa maman ne le quittera pas. Et puis, poursuit Marcel, elle n'a pas plus parlé. Une fois seulement, elle vit que je me retenais pour ne pas pleurer, et elle fronça les sourcils et fit la moue en souriant, et je distinguai dans sa parole déjà si embrouillée: si vous n'êtes romain, soyez digne de l'être. À son chevet se trouve sa cousine, Laure Nathan, tante Laure. Marcel est dans la pièce à côté, malade. Jeanne ne peut plus ni parler, ni bouger. Sur son visage se dessine une expression de terrible angoisse, et avec ses lèvres, elle tente de former le mot Marcel. Quand il entra, devait-elle raconter ensuite, ce fut un miracle de voir la métamorphose du visage de sa mère rayonnant de bonheur. Marcel allait bien, elle pouvait mourir en paix. Ce furent ses derniers instants. Jeanne Proust s'éteindra finalement le mardi 26 septembre 1905 à l'âge de 56 ans. 2 jours durant, Marcel restera près d'elle, parlant et souriant au cadavre à travers ses larmes. Ma vie a désormais perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation, écrira Marcel. La descente aux enfers dura 2 ans, 2 longues années, avec des crises, des rémissions et des rechutes. Maman Proust avait emporté avec elle le petit Marcel, son petit loup. Mais si le petit Marcel était mort, l'écrivain, le grand écrivain, Marcel Proust, voyait enfin le jour et allait élaborer une œuvre romanesque puissante et forte dont sa mère
aurait été fier. En 1907, il publiera une série d'articles importants. Puis, vers 1908-1909, il travaillera sur un sujet à propos de l'écrivain Sainte-Beuve et un essai sur l'enfance dans lequel il s'essaie à une peinture de la société. De cette dizaine de cahiers, dont le contenu a été publié en 1952 et 1972, qui constitue l'antichambre de son œuvre, il s'élance vers la réalisation de ce qui allait devenir son seul but, l'écriture d'À la recherche du temps perdu, son chef-d'œuvre, et en 1913 paraîtra Du côté de chez Swann, qui sera salué à sa sortie par Maurice Rostand et Jean Cocteau. Du côté de chez Swann relate l'amour de Swann pour Odette de Crécy, demi-mondaine ravissante et désirable, un amour profond et irrésistible. Mais ce que Arthur Rimbaud, à la fin d'une saison en enfer, appelait l'enfer des femmes, Swann allait le découvrir brusquement. Bientôt, en effet, Odette, qui semblait partager si pleinement ses sentiments, devient de plus en plus distante, de plus en plus lointaine. Et bientôt, ce n'est plus Odette qui se trouvait à ses côtés et qu'il cajolait, mais la pensée d'Odette. L'amour, ce mal sacré, précipita Swann dans un enfer épouvantable, un enfer qui fut d'abord celui de la jalousie qui faillit l'entraîner aux pires excès jusqu'au jour où il se réveilla et sortit de son cauchemar. Il fit alors ce constat amer et pathétique qu'il exprime avec amertume dans la dernière phrase d'un amour de Swann. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. L'amour sera toujours le thème principal des romans de Marcel Proust. L'amour représenté dans ce qu'il a d'imaginaire, d'angoisse, de sadisme et de cruauté. L'inversion, mot proustien par excellence, métamorphose les sexes. Cet amour-là est une sorte de fantaisie poétique. Tout le reste de sa vie, Marcel Proust poursuivra sa quête d'un amour pur, sublime, mais quasiment impossible. Des êtres d'une grande beauté, tous réunis par le même désir jaloux et dominateur qui obsède un Proust capable de mettre en valeur son intelligence, son charme et son obstination pour obtenir satisfaction. Un amour pur et irrationnel. Peut-être cet amour jaloux et dominateur du petit Marcel pour sa mère. Il poursuivra aussi toute sa vie la recherche du bonheur. Mais, comme l'amour, le bonheur demeurera pour lui en partie inaccessible, car chaque fois qu'il aura le sentiment de l'atteindre, il connaîtra la déception et le chagrin. Avec le temps, il finira par admettre, comme il écrira dans Le Temps retrouvé, que le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les choses de l'esprit. Peut-être songea-t-il alors à cette phrase de sa mère dans l'une de ses lettres, lors de son service militaire, une phrase très belle, mais qu'il avait à ce moment-là sans doute mal comprise. « Mon petit loup, je suis bien triste et je souffre de ton absence, mais cette souffrance, aussi douloureuse soit-elle, stimule et enrichit mon esprit. » Je vous remercie.